Un débat radio, télé pour plonger avec vous dans ce qui est assimilé par beaucoup à un drame de nos campagnes écrasées, de nos campagnes mises au carré. La faute est imputée à des autorités étatiques, mais aussi à des banquiers, à des ingénieurs, à des paysans du dimanche. Pour parler de tout ceci, nous recevons sur ce plateau de toute la vérité Madame Marième Sow, vous êtes la PCA de Enda Tiers-Monde. Bonjour Pape, oui je suis la PCA de Enda Tiers-Monde, mais en même temps aussi coordonnatrice de Enda Pronat. Enda Pronat qui milite pour la condition améliorée de ces paysans, justement. Oui, Enda Pronat qui verse dans la vision de l'organisation Enda Tiers-Monde, c'est-à-dire c'est lutter contre la pauvreté, c'est rétablir la justice sociale. Et la porte d'entrée de Enda Pronat, c'est la promotion effectivement de l'agriculture saine et durable, c'est améliorer les conditions de vie des populations en renforçant leur capacité à tous les niveaux. Mais rassurez-nous, dès le départ, ces paysans, on parle même de la fin d'un monde, de la fin d'une harmonie avec la nature. C'est le sensationnalisme des journalistes que nous sommes, ou bien la réalité est beaucoup plus accrue que ça? Bon, effectivement, ces paysans traversent des situations difficiles. Dues à beaucoup de facteurs, parmi lesquels il y a les aléas climatiques. Donc, la plupart de notre production repose sur la pluviométrie. Et là, c'est des situations que personne ne maîtrise. Donc, cela fait qu'il y a quand même, dans la plupart des cas, s'il ne pleut pas, les populations, les paysans souffrent. Mais il y a aussi sur le fait qu'au Sénégal, presque sur plusieurs années, il manque une vision, une politique. Une politique agricole. Très claire par rapport à l'agriculture. Donc du fait que l'agriculture est considérée toujours comme une agriculture de subsistance. Donc on dépend de beaucoup de facteurs. La disponibilité du matériel agricole, les intrants, donc le suivi. Tout ça là aussi est dû au désengagement précoce de l'État par rapport à l'agriculture sous la pression aussi de la Banque mondiale avec, comment on appelle ça, l'ajustement structurel. Donc l'État s'est engagé de façon précoce, sans préparation, sans dispositif de clair sur le système de financement, sur le système de commercialisation, sur la formation, sur l'accompagnement, et on a laissé les paysans à eux-mêmes. Donc, ils se débrouillent pour s'en sortir. Oui, là, ce sont des problèmes structurels, disons, qui accompagnent ce Sénégal indépendant depuis plus de 50 ans. Donc, le problème de la maîtrise de l'eau, le problème des semences, le problème du matériel agricole. Mais là, de manière beaucoup plus alarmante, il y a des cris et, par rapport à l'accaparement des terres, qui devient une réalité. Bon, effectivement, il y a ce phénomène d'accaparement des terres qui part. Déjà, comme on l'a dit, le fait qu'il y a eu des engagements de l'État, l'agriculture a été délaissée, les jeunes n'en veulent plus, c'est un métier noble si c'est bien géré, mais finalement, comme c'est devenu un peu difficile, il y a eu abandon, et les gens ont pensé qu'effectivement, qu'il y a une disponibilité foncière, il y a eu une ruée sur les terres. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité qui est là. Et c'est ce que nous appelons accaparement des terres et qui se fait sous plusieurs formes. Mais je crois que malgré les conditions difficiles, il y a toujours plus de 50 et quelques pourcents du monde rural qui reste et qui arrive à prouver que cette agriculture paysanne, même si les conditions sont difficiles, c'est une activité à préserver parce que c'est elle qui nourrit son homme. Oui, c'est elle qui nourrit son homme, l'agriculture. Mais vous-même, vous le dites, les jeunes n'y croient plus. Il n'y a plus de jeunes agriculteurs.
il y a des jeunes qui restent, mais si vraiment notre État parvenait aujourd'hui à faire de l'agriculture un métier, et c'est un métier, à soutenir et avoir une politique claire en termes de système de financement, en termes de transformation pour créer des valeurs ajoutées, en termes de commercialisation, en favorisant la consommation locale, et que ça génère des ressources, c'est certain que les jeunes vont rester et certains même vont retourner. Mais si tel n'est pas le cas, effectivement, si tu as le courage de retourner, aller faire des oignons et qu'à la fin de la récolte, que le jeune ne parvient pas à vendre, il finira par laisser. Et je crois que si il y a l'engagement de l'État à soutenir de façon très claire cette agriculture, cet élevage, c'est certain, comme ils l'ont dit, comme ils sont en train de le dire actuellement, c'est le levier du développement du Sénégal et de l'Afrique. Oui, mais on croit et comprendre que le métier d'agriculture est plus qu'un métier, c'est un État. C'est un État, on l'est pour toujours, on est agriculteur pour toujours, et que le problème, les difficultés rencontrées pour l'écoulement de ces produits ou simplement pour leur marchandisation ne pourraient décourager un vrai agriculteur. Bon, moi je crois que si on est agriculteur, on l'est, et c'est pas aussi évident qu'il y ait une classe unique qui fait uniquement de l'agriculture. L'agriculture... La question c'est de comprendre, est-ce qu'il y a une différence entre les motivations des grands-parents et de ces jeunes d'aujourd'hui? Il y a différence, il n'y a pas de différence. Ça dépend. Les grands-parents, oui, effectivement, ils sont nés agriculteurs. Oui, à part la lutte, ils étaient au niveau des champs. Maintenant, il y a les navétanes, il y a le football. Oui, durant l'hivernage. Attendez. Les grands-parents qui étaient là et qui étaient des agriculteurs, effectivement, il y avait la lutte pour manifester un peu sa joie après la récolte. C'est un sport d'épanouissement culturel. Il n'y avait pas de navétane, il n'y avait pas de football. Il n'y avait pas de football, certainement. Si, il y avait le football. Oui, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais nous, les poulards, il y avait un système de nos grands-parents qui s'appelle fougue. Donc c'est une boule de chiffon que les gens se jettent. C'est un tout petit peu, ça ressemble un peu à basketball, mais ça existait. C'est pas le football avec le pied, mais c'est football et celui... Qu'est-ce qui explique alors l'abandon de ces terres par leurs petits-fils aujourd'hui? Ce qui explique l'abandon de ces terres par les petits-fils, comme je l'ai dit, il y a eu d'abord la sécheresse. Donc la période de la sécheresse fait partie, en tout cas, des aléas qui ont diminué l'engagement des producteurs par rapport à l'agriculture. Ça, c'est un. Deuxièmement, comme je l'ai dit aussi, il y a aussi tout ce phénomène d'amélioration des systèmes de production. Il y a aussi le peu qu'on produit, il y a le problème de commercialisation. Le riz de la vallée, il y a des gens qui produisent suffisamment de riz, mais il y a un problème de commercialisation. Et au lieu d'appuyer les multinationales, au lieu d'encourager l'accaparement de ces terres, l'exploitation de ces terres abandonnées par les autochtones, par des étrangers, vous voulez que l'État rallume tout simplement cette flamme entre paysans et... Nous, ce que nous demandons aujourd'hui à l'État, c'est de se mettre dans la tête, et je crois qu'ils l'ont en tête, que les 52%, c'est le chiffre le plus récent qui est sorti, qui vit dans le monde rural, vit de l'agriculture et de l'élevage. Donc, le métier, il est là et il existe. 52% de la population du Sénégal vit dans le monde rural et
ils cultivent, ils élèvent et ils vivent de ça. Et il y a des producteurs, si on prend le cas de la FONS, nos partenaires, il y a ces populations qui continuent à faire des rendements et qui prouvent que cette agriculture est une agriculture qui peut nourrir le Sénégal et qui nourrit le Sénégal. Pourtant, nous avons 54 ans d'indépendance et cette agriculture n'est jamais parvenue à nous donner de l'autosuffisance alimentaire. 50 ans d'indépendance, c'est juste, qui ont été évalués, semble-t-il, et qui vraiment n'ont pas donné, l'évaluation n'a pas donné de résultats satisfaisants. Comme je l'ai dit, il n'y a pas eu la volonté de nos États à faire de cette agriculture vraiment une agriculture viable. Et moi, je crois, à un moment donné, je me dis, est-ce que ce n'est pas une volonté? Et si je dis volonté, ce n'est pas la volonté de nos États, mais la volonté aussi des dirigeants du monde. Des dirigeants du monde qui ont toujours voulu à maintenir l'Afrique sur un rythme de pauvreté, parce que pour mieux commander aussi, il faut que la personne soit un peu diminuée, donc il ne faut pas qu'il y ait l'équité. Donc, est-ce que ce n'est pas un système qui a été organisé pour encore une troisième fois pouvoir mettre la main sur les ressources africaines, que sont les terres? Parce que depuis 2008, avec la crise énergétique, alimentaire et même financière, donc ce qui se dit, c'est que l'Afrique dispose suffisamment de ressources, que la population mondiale va augmenter, donc allons-y, exploiter les terres africaines pour nourrir le monde. Mais nous croyons, c'est l'inverse. C'est l'Afrique qui aura beaucoup plus de population, l'Afrique aujourd'hui qui regorge de capacités intellectuelles très suffisantes, l'Afrique aussi qui a sillonné le monde, qui a vu ce qui se passe au niveau du monde extérieur. C'est à l'Afrique de se ressaisir et de croire à son agriculture, de croire à ses ressources humaines et naturelles et se dire, c'est moi-même qui vais faire mon propre développement. Oui, c'est bien dit. L'enjeu, on dit qu'en 2050, nous serons 9 milliards d'individus sur Terre. Il y aura peut-être une guerre d'alimentation. Et il y aura la faim, certainement. Il n'y a plus assez de terre en Asie et en Europe. La terre, il en reste au niveau de l'Afrique. Mais justement, ces Africains, n'ont pas les moyens d'exploiter cette terre. Ces Africains ont les moyens, il suffit d'en faire une préoccupation. Pourquoi l'État donc privilégie les multinationales au niveau de l'Afrique? Les États africains, beaucoup ont commencé à louer des terres ou à léguer des terres à des multinationales. Mais justement, c'est notre combat. Nous disons que ces terres ne devraient pas être léguées aux multinationales. Ils n'ont pas raison. Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que les autochtones peuvent exploiter ces terres? Les autochtones peuvent exploiter les terres. Il n'y a pas suffisamment de terres, Pape Cheikh. Il faut faire beaucoup attention. Si on regarde aujourd'hui la population du Sénégal, qui est à 13 millions d'habitants, si on regarde la superficie de nos terres arables, si on regarde notre système d'élevage, qu'on le veuille ou non, qui sera pendant longtemps un système traditionnel qui a besoin de l'espace. Donc nous n'avons pas de terre. Les terres ne suffisent pas pour les populations locales, pour la population sénégalaise. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'arriver, comme je l'ai dit, à avoir les pieds sur terre, comme l'État a compris que l'agriculture est le levier du développement, comme l'État a compris qu'il est pressé de partout par ces questions d'emploi, se retourner sur ces terres, réfléchir avec les populations sur plusieurs questions. La première, numéro 1, c'est sur la sécurisation foncière.
faire de cette terre la terre des Sénégalais, mais pas les terres des multinationales. Est-ce que le ver n'est pas déjà dans le fruit? Parce que les multinationales sont déjà au Sénégal. Ils sont là, effectivement, mais je crois aussi qu'avec... Et trop puissantes par rapport à nos cultivateurs. Non, nos cultivateurs sont puissants. Je refuse qu'on pense que nos cultivateurs ont la tête baissée ou les bras croisés. Maintenant, ils acceptent d'être des ouvriers de ces multinationales. Ils n'acceptent pas, ils refusent. On est dans le refus. Depuis que ce phénomène d'accaparement de terre a commencé, on voit qu'il y a la population qui résiste. Si on regarde la résistance de Fanaï, la résistance de Nietzsche, la résistance à Ndoga Babakar dans le Tamba, la résistance à Ouassadou. Donc les populations ont bien compris et elles résistent. Maintenant, effectivement, comme il y a une pauvreté qui a traversé le pays pendant plusieurs années, la corruption, elle existe pour faire semblant que la population a accepté et tel n'est pas le cas. Et moi, je crois aussi que l'État a compris aussi le message. Elle-même, la communauté internationale a compris que les terres africaines, même si les conditions sont difficiles, ce n'est pas comme ça qu'elles vont partir. Et c'est à ce niveau que partout aujourd'hui, on parle de la réforme foncière. La communauté... Oui, la réforme foncière, oui. Nous allons en venir. Mais déjà, les relations heurtées entre ces multinationales et ces autochtones, c'est souvent de la violence. C'est par la violence que les paysans locaux s'expriment. Non, la violence, elle a eu lieu uniquement à Fanaï et un peu à Sangalkam. Je crois que les populations font de la violence, c'est quand les autorités locales, je veux parler du conseil rural, jouent de complicité. Oui, comme argument, ces paysans au niveau local n'ont fait avancer que de la violence. Non, les paysans n'ont pas avancé de la violence. Oui. Les paysans, de un, c'est le système, c'est le problème de la rentrée de ces multinationales. Si quelqu'un vient, si on parle de 2007, par exemple, quand Apix a lancé son papier d'appel d'offres où toutes les multinationales ont su qu'il y avait possibilité de trouver des terres au Sénégal. Vous savez. Et que la population n'a aucune information si je prends les terres du Fouta où on est là devant les terres et de l'eau et qu'il n'y a pas d'aménagement. Mais effectivement, si quelqu'un vient, il dit que je vais faire de l'aménagement pour vous. Oui. Mais les paysans disent... Proposer une meilleure condition aux populations. Ce n'est pas de meilleures conditions, justement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas transparent. Tout est nébuleux. Les populations ne comprennent pas. Mais à la fin, quand ils découvrent que cette multinationale, ce qu'elle propose, ce n'est pas ça, et là, il y a résistance de la population. Oui, oui, résistance, d'accord. Oui. Mais en lieu et place, qu'est-ce qu'ils proposent, ces cultivateurs? Ce qu'ils proposent... Oui. Parce que les multinationales proposent des avancées au niveau commercial, au niveau même de l'exploitation de ces terres pour toute la population. Eux, ils proposent quoi? Des profits individualisés. Il ne faut pas dire que ces multinationales proposent des avancées. Des avancées pour qui? Pour elles-mêmes, d'accord. Pour elles-mêmes. Oui. Et les populations, ce qu'elles cherchent, elles, ce qu'elles disent, c'est comme les multinationales, quand elles viennent, aucune multinationale ne vient avec de l'argent. La multinationale cherche d'abord à avoir la délibération, à avoir le foncier et à partir du foncier va chercher avec qui. Donc pour nous, ce qu'on dit que cette terre qui est une ressource fondamentale, qu'on arrive d'abord à en faire une ressource reconnue de ces populations, que l'État appuie les populations à prendre ces terres, les valoriser, trouver un système de financement adapté et que ces populations, au lieu de devenir des ouvriers agricoles mal payés, qu'elles continuent à exploiter elles-mêmes
leurs propres ressources et que l'État accepte... Elles n'ont pas besoin de 100 000 francs le mois. Toi, vous aussi, 100 000 francs, à quoi ça va servir? Dans le Sénégal des profondeurs, 100 000 francs par mois. Arrêtons. Le Sénégal des profondeurs a besoin de vivre. Le Sénégal de profondeur a besoin d'envoyer les enfants à l'école, d'aller se soigner. Comme un responsable politique disait une fois, je ne sais plus à quelle campagne, que les paysans ont besoin de frigo, de matelas. Donc, ça, c'est une réalité. Et ça, ce n'est pas 100 000 francs qui va donner. Et 100 000 francs, on a vu des promoteurs qui disent, bon, une famille qui a plus de 5 garçons, 10 garçons, on te dit, bon, tu donnes tes 2 hectares et on va donner à un de tes fils un emploi. À quoi ça va servir? L'emploi, c'est la terre. L'emploi, c'est l'agriculture. L'emploi du paysan, c'est l'élevage. Et si c'est bien entretenu, je vous dis, c'est les jeunes d'ici qui vont retourner et aller faire de l'agriculture. Et il y aura moins d'exode rural. Mais bien sûr, je crois qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, comme ils disent qu'ils ont envie de rétablir l'équité, mais je crois qu'il y aurait des politiques qui feront de ce monde rural un monde rural agréable et vivable, et que les gens vont rester chez eux, et que d'autres maintenant vont retourner, je crois. Et là, les jeunes partent parce que le monde rural a été délaissé, pur et dur. Mais si on parvient aujourd'hui à reconnaître que le monde rural, c'est une partie intégrante du Sénégal, que les gens qui vivent là-bas ont le droit de s'épanouir dans leur terroir. Et s'épanouir, ça veut dire beaucoup de choses. Avoir l'électricité, cultiver, transformer, appuyer toutes ces initiatives des femmes au niveau de la transformation locale des céréales, la transformation de l'huile, générer des revenus dans le monde rural, des entreprises rurales, une industrie qui s'appuie sur la production locale.